Bienvenue à tous, ici l'image de l'Afrique et comme chaque semaine, on vous parle des questions qui ont trait au développement de notre continent. Aujourd'hui, on parle du Rwanda en particulier, mais aussi de l'Afrique et des pays africains qui ont malheureusement connu des conflits de différentes sortes. Et on parle plus particulièrement du rôle des archives finalement, toutes sortes d'archives, mais particulièrement les archives audiovisuelles dans le devoir de mémoire et surtout en prenant l'exemple notamment du contexte du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Et bien sûr en élargissant en général sur le rôle de l'archive. Alors j'ai l'honneur d'être avec Assumpta Mugiraneza qui est cofondatrice et directrice du centre Iliba pour le patrimoine multimédia. Vous êtes diplômée en psychologie sociale et sciences politiques de l'université Paris 8 et puis vous avez plus de 20 ans finalement d'expérience dans la recherche sur l'histoire des génocides. On reviendra sur l'importance du pluriel et bien sûr vous êtes une touche-à-tout, comme on peut le dire, mais avec bien sûr une importante expérience dans le domaine visiblement de l'archive et vous nous en parlez un peu plus aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est bien sûr un plaisir de pouvoir parler avec vous et bien sûr parler aussi aux Rwandais qui regardent cette émission de la question de l'archive ou des archives. Archives du silence, archives de joie, archives préservées, archives détruites, archives ignorées. Au fait, quand on parle de l'archive, on peut ajouter des S à plusieurs endroits, mais le point central reste le fait de garder la trace du passé d'une manière objective, d'une manière professionnelle et d'une manière, je dirais, qui se moque du temps. Alors, je pourrais vous appeler presque une citoyenne du monde, d'accord ? Pourquoi ce choix finalement d'entrer et de devenir un nom incontournable finalement dans le secteur de l'archive, du moins dans le domaine du Rwanda et puis ailleurs aussi ? C'est une histoire qui peut paraître longue à l'aune de sa récence au Rwanda, mais je dirais que c'est quand même quelque chose qui m'habite depuis déjà 25 ans. En 1994, j'étais déjà à l'université. J'avais 27 ans. J'avais déjà vécu hors du Rwanda depuis plus de 5 ans. Penser à chez moi m'a ramené à me poser plus de questions que de trouver de réponses. Et au lendemain du génocide, j'étais très étourdie, très inquiétée par ce qui venait de se passer, que je n'arrivais pas à comprendre. Mais en même temps, j'étais tristement surprise de voir l'ignorance qui s'étalait sans complexe sur la question du Rwanda. Et quand je parlais de l'ignorance, je n'ai pas envie de dire du non-respect de ce qui se disait. Je voyais au fait que les gens parlaient d'un sujet dont ils ne connaissaient pas grand-chose, tout en ayant le droit d'être experts parce qu'ils étaient étrangers. Et en même temps, je réalisais déjà que cela signifiait une rupture épouvantable et que de toute façon, qui dit génocide, dit destruction des repères, dit destruction sur le long terme, parce qu'un génocide n'arrive jamais comme ça, comme une pluie qui tomberait. Voilà. Et donc j'avais besoin de tenter de comprendre chez moi. Mais chez moi, c'était trop récent, c'était encore trop fort. Et puis un peu guidé par l'envie, comment dire ? En fait, la majorité des gens semblaient dire que, vous savez, c'est en Afrique. Et en Afrique, quand il s'agit des ethnies, quand il s'agit de massacres, c'est presque circulé, il n'y a rien à voir. C'est des Africains qui se tapent dessus. Et moi, je savais que ça ne pouvait pas se résumer comme ça. Mais par esprit peut-être je sais pas. En tout cas, quelque chose qui m'a dit, tu ne pourras pas regarder chez toi de manière objective, sans parler du fait qu'il n'y avait pas tant d'archives que ça, mais j'ai été tentée de voir si les Allemands ou les Européens qui avaient suivi dans les années 20-30
les discours délirants de Hitler, qui avait eu droit à un ministère de la propagande avec Joseph Goebbels, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Bien sûr, c'était longtemps après, mais j'ai pu accéder à plein d'archives. Ailleurs, on a des archives, parfois même des archives non traduites. Moi, pour ma maîtrise, j'ai travaillé sur un discours de Hitler qui était de 1920, qui n'avait jamais été traduit en français, mais il était disponible au Centre de documentation juive contemporaine, qui est devenu plus tard le mémorial de la Shoah. Et en même temps, quand je venais au Rwanda, parce que je n'arrivais pas à tenir longtemps au Rwanda, mais je n'arrivais pas non plus à tenir longtemps en dehors du Rwanda, je faisais des va-et-vient. Je me souviens que je réalisais que, par exemple, quelque chose comme les cassettes des chansons chez moi, où on aimait le chant, et je me souvenais que parmi les choses dont les personnes avaient dû se séparer, cacher, il y avait les cassettes audio. Les maisons avaient été détruites, les photos étaient partout et en même temps déchirées. Tous les repères même du Rwanda disparaissaient. Et je me demandais comment on allait faire. J'ai gardé longtemps cette histoire de comment on va faire. Et je pensais que peut-être les universités, le ministère, qu'il allait y avoir une conscience très vive de la question des archives. Et puis finalement, petit à petit, notamment quand les Gacaca ont commencé, quand on changeait aussi, plus tard on va changer de constitution, on va changer d'hymne national, il y a beaucoup de choses qui changent, et je réalise qu'on a tendance à laisser de côté et à ne pas garder la trace du temps qui passe. Les villes changeaient. Et les villes changeaient sans qu'on garde les traces qui nous permettront de regarder le passé pour mieux penser le présent et surtout prévoir l'avenir. C'est comme ça que j'en suis arrivée à l'archive. Je ne vais pas vous cacher qu'au départ, je pensais plus travailler sur les archives qui avaient proprement trait au génocide. Mais j'avais eu la chance d'être formée. Je savais que quand on parle du génocide, il ne faut pas parler seulement de l'abîme, du moment de la rupture, mais qu'il faut aller en amont pour pouvoir comprendre les mécanismes d'engendrement. Et ça s'est élargi une fois que j'étais au Rwanda. Au bout de 2 ans, j'ai vite compris que l'ampleur de la destruction qui prépare le génocide et qui réalise le génocide nous obligeait vraiment à aller chercher dans toutes les interstices de ce qui restait pour pouvoir trouver le mot, pour pouvoir parler du génocide et ne pas en bavarder. Pour moi, les mots ont beaucoup d'importance. Comment parler du génocide et cesser d'en bavarder nous exige de créer énormément d'espace pour que la parole puisse accoucher, si je peux me permettre de parler comme ça. Et cela nous demandait beaucoup d'archives. D'oser regarder le passé sans juger, sans tomber dans l'abîme du génocide, oser se regarder en tant qu'être, en tant que soi rwandais. Ça demandait qu'on se soucie de ces traces du temps qui passent. Alors ces traces du temps qui passe, et surtout dans le contexte du génocide, rappellent aussi que ce qui a mené finalement au génocide, quelquefois certains préfèrent et ont préféré ou voudraient l'oublier. Et c'est le cas notamment de l'effort de changement peut-être de certains noms, de certaines références qui avaient blessé autant. Alors, où se trouve la ligne finalement entre se rappeler et faire état ou rendre compte de ce qu'il y avait avant, mais aussi de ne pas finalement retomber dans les mêmes travers. Voilà, dans les mêmes travers et peut-être remuer le couteau dans la plaie quelquefois. Alors, bien sûr, vous convoquez plusieurs dimensions d'une même question, à savoir le prix qu'on paye quand on décrète le déni. Le déni est à plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord le déni colonial, qui considère que l'être colonisé est un être sans histoire. C'est un être qui ne parle pas les langues. Qui n'a aucune valeur finalement voilà. Pour eux. Il ne faut pas s'y arrêter, il n'y a rien à voir, circulons. D'ailleurs, la table est rase, donc on va mettre la civilisation.
c'est quelque chose qui va créer une grande rupture. Quand j'en parle, j'aime qu'on prenne le temps de comprendre que la colonisation ne parle pas le Kinyarwanda. Et ne cherche même pas à parler le Kinyarwanda. C'est ce qui pratique la langue de Gihanga, le créateur, qui vont se déplacer en parlant plus ou moins bien vers les langues étrangères. Le swahili, le latin pour ce qui approchait l'Oten, mais le français parce qu'on était colonisé, pour la plus grande partie, pour c'était l'administration, pour la majorité des services finalement. Absolument. Et on va perdre énormément de ce qu'est l'être rwandais avec la colonisation. Surtout que cette mission civilisatrice va donner des nouveaux jalons pour le Rwanda. On va introduire la monnaie, on va introduire d'autres repères. Malheureusement, il va y avoir une autre rupture très importante. C'est cette quête de l'indépendance qui va... La partie qui va gagner sera la partie qui a fait sienne les théories raciales, à savoir qu'on va bâtir l'avènement de la République sur les divisions, les oppositions des Rwandais, l'idée que certains viendraient d'ici et d'autres d'ailleurs, l'idée que certains auraient tel caractère et d'autres, et sans même se soucier de finalement qui est Rwandais si tout le monde vient d'ailleurs. Je crois que le fait qu'un parti comme le Parmehutu ait, je mets les guillemets, gagné l'indépendance, ça a été un deuxième moment de rupture. Parce que le Parmehutu et le pouvoir qui se met en place est un pouvoir rwandais qui sait absolument que ce qu'on raconte n'est pas si fondé que ça. Il va passer énormément de temps à chercher à renforcer ce mensonge fondateur, ce mythe d'un peuple qui aurait été asservi par d'autres, ce mythe d'un peuple qui serait légitime contre un peuple non légitime. Des valeurs caractéristiques innées de leadership. Absolument. Mais pour mieux le nier, je crois que ça a été un gros échec pour tous les Rwandais parce que je ne vais pas m'attarder à beaucoup d'aspects, mais on se souvient aussi que c'est ça qui va créer d'abord l'idée qu'un Rwandais puisse massacrer un autre. J'aime rappeler qu'en Kinyarwanda, l'idée d'une guerre civile n'a pas de traduction en Kinyarwanda. L'idée qu'un Rwandais tue un autre parce qu'il serait l'un Hutu et l'autre Tutsi, ça n'était pas encore là. Donc ça va fonder ça va créer l'exil. Quand on est en exil, on est dans la survie, on doit chercher à ne pas trop exposer son statut originel. Et pendant ce temps au Rwanda, on créait un nouveau mythe pour expliquer la posture politique. Ça veut dire que le passé, l'histoire des Rwandais est niée. Et on est en train d'instrumentaliser des petits morceaux des faits pas beaux. Oui. Et c'est ça qui va fonder le politique. Alors, le faux étant toujours faux, les Rwandais vont se retrouver coupés de chez eux. C'est comme ça qu'on ne pourra pas, par exemple, parler de Nyanza. On va parler de Nyabisindu. Et c'est comme ça que les chansons devront être changées. Quand on chante Umwami, le roi, on ne peut plus le chanter. Il y a aussi la peur. Et malheureusement, après plus de 15 ans d'une propagande extraordinaire, dans le sens plein du terme, qu'avait imposé le MRND, le parti unique, qui faisait que on était toutes les deux militantes, les techniciens militants, tout le monde au Rwanda, même un bébé de quelques heures naissait était militant. Les étrangers n'étaient pas épargnés parce que tout étranger qui était au Rwanda était automatiquement sympathisant du MRND. Oui. Et alors il y avait le refus d'une pensée capable de se dérouler, d'aménager des espaces critiques, parce qu'il y avait le besoin de propagande, parce qu'il y avait quelque chose d'illégitime, de faux. Et qu'il fallait renforcer à travers d'autres moyens, finalement, pour faire oublier. Absolument. Pour nier
pour nier quelque chose qu'on sait présent. Revenons sur ce contexte, sur ce concept d'histoire. Pour moi, l'histoire, on sait que l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. L'histoire n'est jamais réellement objective. Elle est souvent même politique. Quand on parle de la construction de l'histoire et ce que vous faites finalement, c'est presque une reconstruction d'une certaine manière. Excusez-moi, l'histoire, c'est pas l'histoire des vainqueurs. Ça, c'est ce qu'on dit. Non, ça, c'est parmi l'un des angles par lesquels le négationnisme s'assoit. Ah, vous dites qu'il s'est passé ça, c'est parce que vous êtes vainqueur. Non. D'abord, l'histoire peut être juste une discipline académique, très rigoureuse, avec des méthodes rigoureuses. Les archives y participent énormément. Et c'est là où la question en fait venait, et surtout dans le contexte de la colonisation, parce que finalement, la colonisation sélectionnait des faits historiques qui étaient en lien avec les valeurs qu'il voulait promouvoir. Comment est-ce que dans un contexte où l'histoire réelle, la vraie histoire, non pas l'histoire avec petite h, mais l'histoire avec grande H, où la vraie histoire a été presque niée et réorientée pour des objectifs politiques, comment est-ce qu'on ramène la réalité en fait? Comment est-ce qu'on ramène certains faits historiques qui ont été oubliés ou qui ont été mis aux oubliettes de manière intentionnelle? Je comprends maintenant mieux le sens de reconstruire ou reconstitution. Effectivement, dire que les Rwandais ne constituaient pas des archives, c'est pas une insulte à leur mémoire. Ils avaient leur manière de conserver les faits les plus importants de leur vécu. Il y avait la partie officielle, bien sûr, grâce à Nyirarumaga et d'autres poètes de la cour. Il y a des choses qu'on peut retrouver même si on n'en a que des morceaux. Mais il y avait une manière aussi de garder, moi j'aime raconter aux étrangers que chacun parmi les Rwandais portait son nom, mais qu'on n'a jamais eu de problème pour découvrir qui était fils de qui, petit-fils de qui ou petite-fille, ainsi de suite. Parce qu'il y a une autre manière de construire les sujets qui comptent dans l'espace social. Il y avait les chansons, il y avait les contes, il y avait les récits. Tout ça, ce sont des choses qui comptaient dans la vie des Rwandais. Toutes les collines du Rwanda avaient des noms bien spécifiques. Toutes les vaches avaient leur... Je vais être très triste, parce que quand je pense à tout cet espace nié par la colonisation et renforcé par les Rwandais, une fois qu'ils auront le pouvoir pour des besoins bassement matériellement politiques, je me dis il va falloir qu'on travaille beaucoup effectivement. Donc quelque part, il y a une partie de cette histoire qui se perd, mais qui ne se perd pas définitivement, parce que le Rwandais a gardé sa langue. Et sa langue, c'est une sorte de source, iriba, intarissable, à condition de pouvoir l'entendre, l'écouter et l'interroger. C'est pour ça aussi qu'on a choisi d'ailleurs les archives audiovisuelles, pour retrouver ces morceaux niés. Parce que quand on va à Tervuren, on trouve beaucoup de choses, mais c'est le regard de la colonisation qui guide la collecte des archives. Exactement. Elles sont importantes, mais c'est des archives de la colonisation. Donc, le besoin de dire absolument, parce que c'est comme ça qu'il rapportait. Jamais remplacer la présence de la personne qui regarde finalement la réalité en face. Tout à fait. Ou bien quelqu'un qui a reçu la connaissance à partir de. Alors aujourd'hui, quand on emploie les mots, les gens entendent ça d'aujourd'hui, mais celui qui avait été Nintore, qui était allé Mwitorero, pouvait avoir des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Quand on voit la poésie qui accompagnait Ibisigo, quand on voit ce qu'il y a, mais c'est truffé de références historiques, anthropologiques, politiques, sociologiques, oui bien sûr, mais comment peut-on passer à côté de cela? Quand on écoute une chanson,
comme ça, même la plus simple, parce que tout le monde n'était pas en mesure de faire des élaborations très poussées, mais chaque chanson rwandaise racontait quelque chose. Et moi, j'ai peur à la limite que, à trop chercher à esquiver la difficulté que constitue le fait de revenir sur les sources du savoir, que constitue l'univers cognitif et discursif rwandais, je crois que c'est là où on va connaître la 4e rupture. La 3e rupture dont je n'ai pas parlé, c'est le génocide. Le génocide constitue une rupture philosophique, anthropologique, en tout point de vue, et que penser que parce que les machettes ne dictent plus le rythme de la vie au Rwanda, penser que parce que on n'est plus dans les forêts zaïroises ou tanzaniennes, parce qu'on reconstruit le pays, que les choses sont réglées, ce serait une erreur monumentale. Profitons justement de cette accalmie que personne n'aurait pu imaginer que 25 ans après, on soit comme nous sommes. Profitons de cette extraordinaire opportunité pour dire qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on va léguer aux enfants qui doivent continuer ce travail de reconquête. Parmi les choses que j'aime interroger ou que j'aime investir, il y a ce qu'on appelle la décolonisation des connaissances. Les archives y participent obligatoirement et on ne pourra jamais faire économie de ça. De toute façon, pour un État solide, il faut que l'État ait ses archives. Il faut pouvoir raconter l'histoire d'un pays. Aux générations futures, mais aussi aux autres, finalement, Absolument. de la même génération. Absolument. Votre profil est pour moi truffé de surprises et très riche, parce que finalement, vous liez la science, entre guillemets, que vous appliquez dans la collecte des archives, etc., mais aussi les arts. Et votre mention des arts au niveau des arts rwandais, mais aussi du théâtre, du cinéma, etc. Et vous liez un peu le moderne et ce qu'on appellera le traditionnel, je n'aime pas ce mot, mais voilà, dans la conquête d'une histoire qui est une histoire passée, une histoire présente. Pour vous, comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut rendre compte finalement de la nécessité de lier les deux, le passé, le présent, le futur, surtout pour les jeunes, parce qu'on sait que quand on parle des jeunes, c'est là où on a le plus de, pas d'amnésie, mais le plus de perte de repères quelquefois. Parce qu'on a le devoir de transmission qu'on n'a pas encore assez rempli, peut-être. C'est une question très très intéressante. Pour moi, si on veut avoir un minimum d'humilité dans la quête du savoir, il faut accepter la complémentarité. Il faut aussi oser l'interdisciplinarité. Pour moi, c'est pas chacun dans son coin, dans son laboratoire. Surtout quand on doit se pencher à une question aussi complexe qu'un génocide. Le génocide, c'est un défi à l'existence même de l'homme, c'est un défi à la civilisation, c'est un défi à toutes les théories humanistes et autres. Et donc, du coup, pour penser un génocide, il faut vraiment oser poser nos habitudes quelque part et s'armer de connaissances. Aller au-delà des sentiers battus. Absolument, en sortir obligatoirement. Et donc, dans le travail d'après, il faut garder la quête du sens de ce qui s'est passé, mais aussi de ces vies niées, fauchées. Donc il faut pouvoir ramener leur vie, au moins dans les récits, mais il faut aussi dépasser, je parlais de la décolonisation, dépasser ce monde bipolaire où on enferme le traditionnel contre le moderne, le païen contre le chrétien, le barbare contre le civilisé. Non. Et surtout qu'une période comme le génocide nie ces catégories finalement, parce que pendant le génocide, en dehors bien sûr de cette catégorisation Hutu-Tutsi, on nie
presque toutes les autres catégories, chrétiens, pas chrétiens, hommes de bonne foi, filles de joie, etc., etc. Donc c'est important en fait de comprendre que ces catégories n'ont pas aidé à ce moment-là et ne devraient pas être réérigées après. Non, parce que le génocide crée deux blocs. Il y a le bloc du nous et leur bloc à eux, et nous devons éliminer le eux. Il y a pas, non, les deux blocs ne se rencontrent pas. Et donc, quelque part, il faut vraiment avoir ce courage de lier plutôt que de séparer, de libérer plutôt que d'enfermer. Et malheureusement, souvent, la violence nous pousse à garder un petit espace qu'on contrôle, où on pense avoir compris. Et la place de l'intellectuel dans la société, c'est justement oser poser des questions. Qu'importe, soit on ne peut pas apporter tout de suite les réponses, mais formuler les questions, mettre la lumière dans des coins peut-être pas obligatoirement jolis à voir, mais oser y mettre la lumière. Je n'aime pas beaucoup raconter j'ai fait ci ou j'ai fait ça, mais je viens de vivre une expérience qui me ravit. J'ai déjà évoqué l'idée des cassettes audiovisuelles qui vivaient dans ma famille et chez mes parents, mais aussi chez les proches qui étaient ici, et que dans tout ce qu'on raconte, tout le monde dans ma famille peut te raconter comment il a fallu cacher les cassettes dans tel coin, et puis on a eu peur, on les a cachées là, et ainsi de suite. Et moi, j'aime beaucoup le chant ou la chanson rwandaise. C'est un repère incontournable. Et il n'y a pas longtemps, avec un ami, on a interrogé l'idéologie politique du FPR avant génocide, juste en partant des chansons. Alors, il y avait des chansons très élaborées qui sont créées par des gens qui, je dirais, des professionnels de la chose. Il y a des chansons d'une colère d'un jeune qui rejoint le front, qui va combattre et qui a la colère. Il y a les chansons d'une tristesse abominable juste après le génocide. Toujours est-il que quand on y va et qu'on prend le temps d'appliquer les méthodes qu'on a apprises en sciences politiques, en psychologie sociale et cognitive, on dégage des idées incroyablement claires qui sont là chez tout le monde. Et cet article, au début, quand je l'ai commencé, les gens me disaient qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, ça va gâcher un peu ton CV, et d'autres me disaient tu oses, il faut pas toucher au FPR. Et tu dis non, c'est un sujet de connaissance. Et au fait, cet article a été publié dans une des revues les plus respectées dans le domaine des African Studies. D'y jeter un coup d'œil, c'est un article plein d'informations et qu'on n'aurait pas pensé, parce que finalement l'analyse de sujets, excusez le mot, mais de sujets ou d'objets qui sont un peu moins valorisés scientifiquement, pour en retirer une telle analyse élaborée et poussée, c'est quand même, pour moi, je pense, un exploit. En tout cas, je crois que c'est ça aussi conjuguer la décolonisation, c'est de dire, attendez, quand on parle d'un pays, qu'on commence par amener les objets d'ailleurs qui viendront raconter le pays, c'est bien, mais c'est insuffisant, c'est tronqué. Et quand je lisais les choses qui se racontent sur le front patriotique rwandais, en parlant surtout de la période pré-génocide, il n'y a quasi rien. Les gens pensent qu'il y a des types qui ne savent pas très bien où ils vont. Qui sont venus de nulle part, presque, oui. Pour et certains. Puis, alors il y a eu le génocide, et on dit que c'est par opportunisme qu'il règne. Moi, je ne veux même pas entrer dans ce débat. Je dis, s'il vous plaît, pour pouvoir parler comme ça, voyons voir. Au fait, quand ils attaquent, qu'est-ce qu'ils racontent? Quel monde donnent-ils à voir? Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir advenir? C'est qui leur ennemi? Comment ils se représentent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et puis, comme je sais qu'ils n'écrivaient pas,
parce que c'est aussi le problème d'un maquis aussi complexe, aussi difficile que le leur. Je me dis, et si on allait voir? Et je peux vous dire, je savais plus ou moins, parce que ça fait longtemps que j'essaye de penser ce mouvement, que je vois tout le monde dépeindre de l'extérieur. Mais quand j'ai vu ce que ça donnait, quand j'ai vu les grands yeux que les gens ouvraient quand ils découvraient l'article, surtout quand j'ai vu que la revue African Affairs puisse accepter ça, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Et c'était encore plus difficile parce que c'était l'objet FPR, parce que c'était à partir des chansons et parce que, je n'étais pas seule, mais une femme africaine aux consonances, c'était pas gagné. Tout ça pour dire, je crois que nous devrions avoir le courage de dire, écoutez, vous pouvez parler de cela, mais voyons voir qu'est-ce qu'il y a chez nous. Pour moi, Ndumu Nyarwanda, c'est pas le slogan. Je n'aime pas le slogan. J'ai vécu à l'époque du MRND. Pour moi, le slogan, c'est le danger, c'est l'anti-pensée. Mais quand je dis Ndumu Nyarwanda, il faut que je sache aussi ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi le Rwanda? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est Kigihanga? C'est quoi les collines du Rwanda? Il y a des gens, pour moi, si on ne connaît pas toutes les collines du Rwanda, si on n'a pas la soif de les connaître, quelque part, c'est difficile de pouvoir se tenir debout et dire Ndumu Nyarwanda. Alors, cette soif impossible à assouvir, d'essayer de regarder par l'anthropologie, de regarder par les arts, d'entraîner les jeunes. Moi, dans ma vie professionnelle, je vis entourée de jeunes, et parmi eux, il y a des jeunes qui font l'université, mais aussi qui ont compris que peut-être le culturel, la voie artistique leur permettait de poser des questions qu'il est plus difficile de poser dans l'espace public. Et quelquefois plus simple, pas plus simple, mais plus facile en termes de la présence de réponses. C'est plus accessible. Exactement. Et puis ça vous expose moins. Ils ne peuvent pas venir tout de suite dans le débat politique parce que ce ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas encore des intellectuels. La société se construit encore. Ils ont besoin de trouver des espaces attractifs pour pouvoir s'exprimer, mais en même temps des espaces où ils se sentiront entendus et compris. Et c'est pas tout de suite devant. C'est pas nécessairement le politique directement. C'est pas le politique ou l'espace public. C'est pas obligatoirement une émission, comme ça, même s'ils peuvent venir, bien sûr. Je crois que ce pas de côté que l'art permet de faire, ce grand pas de côté que permet le fait d'accéder à l'univers cognitif et discursif rwandais, c'est une chance inouïe. Et quand on a la chance d'avoir fait l'université classique, qu'on a la méthodologie, qu'on a la rigueur, qu'on a l'éthique, qu'on a... Oui, ce que j'aime, il y a une science que j'aime le plus que tout, c'est l'épistémologie, l'histoire et la critique des sciences. Quand on a ça et qu'on a le Rwanda, franchement, moi, je pourrais passer le restant de ma vie à essayer d'expliquer le Rwanda, les dictons, les proverbes, les chansons, Non, c'est extraordinaire. Moi, je suis ivre de mon pays, tellement je trouve que c'est un objet de connaissance qui reste à découvrir. Et quand je travaille sur les archives, c'est moins pour expliquer, c'est pour dire si on collecte, qu'on indexe, qu'on traduit, qu'on garde, qu'on diversifie. Je suis sûre que nos jeunes, nos enfants, la génération d'après et les plus jeunes encore, pourront se tenir debout et parler de l'objet de connaissance Rwanda sans devoir en rougir ni se débattre. Sans aucun jeu de mots, pour la couleur, bien sûr. Alors, on parle souvent de la période de 1994 et la période un peu avant, un peu après, comme étant une rupture. Et finalement, ce que vous faites, c'est ramener peut-être une continuité en regardant ce qui s'est passé avant et comment, en fait, ça répond à ce qui peut se passer après. Alors, ramenons tout cela dans le contexte de votre travail à Iriba Center. Qu'est-ce qui est pour vous
la contribution d'un centre comme Iriba dans ce discours et cette recherche finalement de l'histoire avec un grand H. J'aimerais déjà qu'on s'arrête sur le nom. Le nom, je ne l'ai pas choisi par hasard. J'ai mis Ça nous aurait Iriba. étonné. Le Kinyarwanda a cette richesse, on peut vraiment... Dans un concept, on peut avoir dit beaucoup de choses. Justement, Iriba, parce que j'ai envie que ce soit quelque chose qui ne soit pas un business pour moi. Normalement, Iriba, c'est quelque chose qui est là, qui est pour la communauté ou la collectivité, qu'on a trouvé et qu'on va laisser. C'est quelque chose de gratuit. Alors, c'est pas toujours évident, mais tous les services que nous offrons au Centre Iriba sont des services gratuits. C'était Iriba au fait pour les archives, c'est pour évoquer les archives, et les archives sonores, parce que le Rwandais a constitué tout un ensemble de richesses par la voix, par le truchement de la langue, et qu'on ne peut pas se contenter de prendre là où nous trouvons. Donc on travaille beaucoup à partir des archives du début de la colonisation en son et en images, mais aussi on essaye de retrouver des témoignages, des récits qui permettent de recoller les morceaux là où il y a eu la rupture. Quand on a mis en place le Centre Iriba, c'était construit sur deux piliers que je considère comme fondamentaux. Le premier pilier, c'était créer un espace de libération de la parole. Parce que le Rwandais est un être de parole. Alors, la parole qui pleure, parce que le pays a souffert. La parole qui exprime l'angoisse, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Mais aussi la parole qui crée artistiquement. Qui libère. Qui libère, justement. La parole du Rwandais qui veut redevenir entièrement Rwandais. Du coup, on se retrouve au fait avec des séances de thérapie, de psychosociale, mais on se retrouve aussi en train d'accompagner les poètes. Voilà, ça c'est pour créer et offrir un espace de libération de la parole. Et le deuxième pilier, c'est le devoir des adultes dont je suis, et je ne suis pas fière d'être un adulte rwandais, c'est d'accompagner le processus de réappropriation du passé, de l'histoire, notamment en pensant aux jeunes générations. Nous avons perdu, à plus d'une fois, on a perdu, je dirais, ce qui nous rendait Rwandais vraiment. Parfois par la faute des acteurs extérieurs, parfois malheureusement par des acteurs internes. Ouais, des enfants du Rwanda. Et donc, quand on part de là, on peut formuler des objectifs. Alors, il y a des objectifs qui vont dans le sens de la simple collecte des archives. C'est un sujet, vous m'excuserez, mais c'est un sujet au fait mal connu dans ce pays. Il ne s'agit pas de parler d'archives pour que les archives adviennent. Les archives, il faut les identifier, il faut collecter, il faut classer, il faut indexer. C'est toute une chaîne de travail. De longue haleine, oui. Très coûteux, parfois vraiment pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, parce qu'une archive, on n'en connaît pas la valeur jusqu'à ce qu'elle se révèle extraordinaire dans les conditions données. De l'autre côté, on a des objectifs qui vont dans le sens de l'éducation, la pédagogie de l'histoire. Comment faire pour que nous, peuples colonisés, nous, peuples violentés, nous, peuples rwandais qui avons vécu le génocide de proximité, comment pouvons-nous encore trouver les ressources pour oser poser le regard dans le rétroviseur? Parce que, effectivement, on peut toujours dire notre histoire, mais oser poser le regard dans le rétroviseur, ce n'est pas gagné. Et donc, il faut accompagner, il faut mettre de la pédagogie. Il faut être là aussi psychologiquement parlant, parce que ce qu'on y voit n'est pas évident. Il faut compenser les insuffisances, les amputations de la langue rwandaise ne sont pas dues seulement aux exils.
c'est dû aussi à cette politique du déni qu'on évoquait au début. Et derrière, il y a aussi, ça c'est pour moi c'est très important aussi, c'est le fait d'ouvrir, ça fait bizarre, mais je vis mal le fait que les experts du Rwanda ne connaissent pas l'univers rwandais. Alors, on a un objectif qu'on appelle les relations internationales qui vise à rendre accessibles les connaissances du Rwanda. Quand on fait les traductions, quand on filme, quand on ramène les photos, quand on accueille des chercheurs, c'est pas par gentillesse, c'est parce qu'il y a un rêve derrière de dire. Si les gens connaissent vraiment le Rwanda, ils pourront en dire ce qu'ils veulent. Mais au moins, moi, je suis convaincue que si on connaissait le Rwanda, on ne lui ferait pas les procès dont on est l'objet régulièrement, mais sur base de connaissances. Et dans ce même objectif, il y a aussi cette idée de dire aux jeunes Rwandais, ouvrez-vous au monde. Oui. On ne vit plus partager seulement... finalement, partager ce que vous avez eu l'opportunité d'obtenir. Et justement... Non, plus que ça, apprenez le monde dans lequel vous vivez. Ouvrez et voyez que le monde est large et complexe, qu'on est finalement très fier, mais qu'on est assez petit dans la course d'un monde. Donc, connaître le monde, pour les jeunes Rwandais, c'est aussi une source de pouvoir vivre en tant que Rwandais dans un monde globalisé. Tout ça fait à un niveau très modeste. Hein. Vous le savez, notre centre est tout petit. Et petit, mais pas insignifiant. Mais costaud, un peu comme le Rwanda. Voilà, exactement. Alors, on parle peut-être finalement de cette de la trajectoire qu'a connue l'image du Rwanda à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, où on essaye de comprendre de plus en plus, avec encore bien sûr des défis énormes et des manques énormes. Est-ce que vous pensez que au niveau de la découverte et de la dissémination des archives que vous trouvez, est-ce que ça a suivi le même parcours dans le sens où vous avez de plus en plus d'intérêt des personnes extérieures pour connaître de manière un peu plus objective, en fait, ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on a ce même cheminement de « Ok, peut-être qu'on n'a pas tellement compris ce qui s'est passé en 94, essayons d'approcher, etc. » Est-ce que vous ressentez cela au niveau du centre? Ça vient, mais le travail reste encore de longue haleine. Moi, j'ai la chance, je suis arrivée aussi aux archives, pas seulement à partir du mémorial de la Shoah, j'en suis arrivée aussi par le travail que j'ai accompagné d'une femme qui s'appelle Anna Guion, qui est cofondatrice avec moi du centre Iliba. Anna Guion a filmé le processus Gacaca sur une même colline en continu. Années. Ah, tout à fait, parce qu'elle a commencé pendant qu'on parlait des Gacaca, quand c'était la phase pilote, et jusqu'en 2009. Elle a passé 10 ans. Et au fait, pendant ce travail, nous avions accumulé plusieurs heures en continu. C'est une archive unique, au fait, sur les Gacaca, parce que même ailleurs, quand on a filmé, alors il y avait les ONG qui filmaient tout en critiquant, qui ont fini par être mises à la porte, on ne le regrette pas. Et malheureusement, l'équipe la commission des juridictions Gacaca n'avait pas une formation de l'importance de l'archive audiovisuelle. On a filmé beaucoup de choses, mais on montait et puis on jetait les rushs, au fait. Et donc, cette rencontre avec cette archive a été un moment très important parce que pour moi, qui regardais, qui traduisais tout, qui était obligé de me disputer parfois avec la monteuse ou la directrice de la réalisation en disant « mais attendez, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que la personne n'a rien dit ». Par exemple, quand une femme fait comme ça autour de chaque côté de ses cuisses et puis qu'après elle fait ça, ça dit beaucoup. Et en travaillant comme ça, je me suis dit, au fait, maman, il y a plein de choses qu'il faudrait sauver. Ce qu'on a pu sauver, c'est presque rien par rapport à ce qu'il faudrait
faire. Aujourd'hui, je pleure parce que je n'ai jamais obtenu la collaboration des services concernés pour filmer la prison 1930. Alors que j'ai déjà des images d'une époque où ça se construisait et que c'est très dommage de perdre aujourd'hui. Et les gens qui viennent de l'extérieur, quand on leur parle, par exemple, de l'importance de sauvegarder les immeubles qu'on détruit, les quartiers et tout, ils ont tendance à dire « Ah, votre pouvoir ». Il y a une vision d'opposition, de conflictualisation. Et moi, je dis non. Relevons le défi de dire oui, il y en a qui voudraient qu'on fasse comme ça, mais ce serait mieux si nous qui pensons autrement, on essaye d'y entrer pour dégager un espace de dialogue, mais aussi pour éviter que ce soit perdu. Parce que quand c'est perdu, que j'ai raison et que l'autre est tort, c'est perdu. Et finalement, nous sommes tous les deux perdants. Ce que j'ai vu aussi qui change, j'aime beaucoup accueillir des chercheurs. On n'a pas beaucoup de moyens, mais j'aime accueillir des chercheurs et leur faciliter l'accès à ce Rwanda-là et pas le Rwanda qu'ils ont dans les têtes, puisés chez Gishawa, chez Philippe Ray-Jones, et puis chez tous ces gens qui peuvent parler méthodiquement du Rwanda, mais qui ne peuvent pas accéder au Kinyarwanda, et ce qui fait qu'il y a quand même l'intériorité du Rwanda, ils ne peuvent pas y accéder. J'aime beaucoup être là pour eux, et j'adore quand un chercheur ou un journaliste finit par dire « Ah d'accord, je ne savais pas que c'était comme ça. » Et qu'au lieu de passer 1 an, il passe 2 ans. Qu'au lieu de venir 2 fois, il vient 5 fois. Et là, je me sens aussi dans mon rôle de Rwandaise qui a eu la chance de vivre ailleurs, qui a eu la chance de faire des études, qui a eu la chance d'être en vie, alors que beaucoup de mes contemporains n'ont pas eu cette chance. Et donc, je crois que c'est ce que vous faites avec cette opportunité qui vous est offerte finalement. Je crois que c'est notre rôle à chacun de transformer l'opportunité qu'on a d'être ici, d'être en paix, d'y croire encore. C'est de transformer à chaque instant. Et c'est, bien sûr, il faut garder beaucoup d'humilité. On est de la moitié d'une goutte d'eau pour un océan, mais toutes les molécules sont nécessaires. C'est ça qui fait l'océan quand elles sont ensemble. Exactement. Alors, et ce sera la question de la fin peut-être. On parle bien sûr l'archive, c'est regarder le passé, c'est regarder dans le rétroviseur comme vous l'avez dit, pour l'objectif du futur. La question, ce que j'aimerais vous poser, c'est peut-être qu'est-ce que vous avez regardé dans le rétroviseur qui vous a le plus peut-être donné de l'espoir pour la construction du demain, qui vous a donné plus de force finalement pour regarder droit dans le pare-brise? Il y a beaucoup de choses. Je crois que pour regarder dans le rétroviseur de l'histoire, il faut peut-être commencer d'abord par le fait de dire l'enfance que j'ai eue, c'est pas une enfance qui me fait fuir. Donc le premier mérite revient à mes parents qui m'ont appris à aimer la vie, à aimer le Rwanda, à aimer le chant, à aimer... Et puis, j'avais un père qui disait, il faut y regarder à 2 reprises. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être ai-je toujours été un peu quelqu'un qui regarde ce qu'on ne lui a pas obligatoirement demandé de voir, mais j'ai toujours eu un peu un côté défiant. J'aime défier les choses qui sont données comme ça pour acquis. J'étais une gamine qui traînait régulièrement dans les livres de mon père, alors que c'était interdit. Le prêtre, quand j'allais me confesser, il y avait toujours... J'ai regardé, j'ai touché dans les livres de mon papa. Mais ce qu'il y a qu'on peut retrouver, c'est qu'au fait, le Rwanda n'est pas mort. Le Rwanda avait été donné pour mort. Il y avait eu cette phrase en 1994 qui résonnait dans toutes les bouches, dans tous les combinés de téléphone. Oh, c'est vache, tous ont été tués. Il y avait l'idée que le Front patriotique était voué à l'échec.
Et il y avait quand même des choses qui me disaient non, non. Et derrière, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Ce pays, quand j'essaie de regarder sur les 25 ans, j'ai la voix qui est nouée parce que c'est beaucoup d'images, c'est énormément de choses. Là, je viens de revoir les Imhotani en 94, quand on arrivait ici, qu'il n'y avait rien, que des corps quelque part, des maisons, puis qu'il y avait des garçons qui se tenaient droit, un peu maigres, et qui restaient à la fois très rigoureux, mais qui nous tenaient alors qu'on s'écroulait. J'essaye de voir, j'ai des images, j'aimerais les passer peut-être un jour à quelqu'un comme Spielberg. Quand je vois les fleuves, c'était comme des fleuves, les retours des réfugiés du Congo et de Tanzanie qui marchaient. Comme moi, je ne vivais pas continuellement au Rwanda, quand j'arrivais, j'avais mes yeux très ouverts et je regardais. Quand on a ramené les gens. Ça t'a donné aussi la capacité en fait de voir ce que les autres ne voyaient pas parce qu'ils étaient à l'intérieur. C'est ce que j'appelle aussi le privilège peut-être. C'était de pouvoir plonger dedans, de ressortir, de plonger, de ressortir. Mais j'ai envie aussi de parler les rencontres qu'on fait dans la vie. Moi, j'ai été formée d'abord sur le paradigme de la Shoah. Et autour de la Shoah, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et quand je suis rentrée au Rwanda, au début, j'ai beaucoup organisé des conférences et des séminaires, des descentes sur terrain avec des chercheurs, d'ailleurs, dans l'interdisciplinarité. Et je me souviens d'un jour où j'avais amené un grand historien, dont je tairai le nom, mais c'est un historien qui est connu aussi sur le Rwanda. Mais lui, il est un grand historien de la Première Guerre mondiale. On se rend à Mulindi avec un groupe de chercheurs. Et on était avec quelques militaires. Et ils posent des questions. Pardon de planter ce décor, mais c'est important. Ils posent la question aux militaires qui nous accompagnaient. Alors, où est-ce que vous étiez? Et les autres disent, mais on était ici. Où exactement? Quand vous deviez vous rassembler. Ils disent, parfois on se rassemblait là, et puis après on revenait ici. Il y avait une sorte de dialogue de sourds, et puis le monsieur finit par dire, mais où étaient vos baraquements? Et il y avait aussi un problème d'entendement, peut-être. L'autre pense, les maisons. Il dit, oui. Il montre les maisons. Il dit, les grands officiers étaient là, mais nous étions ici. Voilà. Et puis, il dit, mais vos baraquements, j'explique, je traduis. Il dit, mais on n'avait pas de baraquement. Vous n'aviez pas de baraquement? L'autre dit, non. Mais où est-ce que vous viviez? Il dit, mais c'est partout dans la brousse. Et l'autre dit, oui, mais quand il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait beaucoup, et puis l'autre aussi. Puis à un moment donné, il dit, ça veut dire que pendant toutes ces années, vous avez vécu sans baraquement, sans... L'autre le regardait, genre, c'est comme ça. Puis il s'est retourné, il m'a dit, Assumpta, de ne pas pouvoir apporter l'attention là-dessus, c'est criminel. C'est criminel face à l'histoire. Parce que figurez-vous qu'on est en train de créer ce fantasme d'un Tsahal. Tsahal, c'est l'armée israélienne. Oui. D'un Tsahal africain. Et même moi, qui suis venue ici plusieurs fois, je n'ai jamais imaginé que ces gens ont fait la guerre nus. Et puis je me suis dit, au fait... J'ai retrouvé des enfants qui posaient des questions genre, mais pourquoi les Imhotani ont attaqué? Est-ce que vous pensiez vraiment que vous alliez gagner? D'autres disaient, mais pourquoi ils n'ont pas fait plus vite? J'ai revu tout de suite tous ces débats idiots qui sont là, ils n'ont pas sauvé. Je me suis dit, en fait, il faut prendre le temps de revoir, de redérouler le film. Et de faire un comparatif, finalement, de comprendre réellement le détail, en fait. Absolument. Parce que souvent, on s'arrête sur... Le diable est dans le détail. Voilà. On s'arrête sur l'histoire en général. Et on dit histoire globale. Non, le Rwanda, c'est pas un gros ballon lisse où toutes les choses s'expliqueraient juste en regardant. Non, il y a énormément de complexité dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons vécu, dans ce que nous pensons.
cette complexité, eh bien, messieurs les spécialistes, elle est aussi chez les nègres que nous sommes, elle est aussi chez les Rwandais. Il faut prendre le temps et se couvrir de précautions méthodologiques. C'est un objet de connaissance, on ne peut pas y aller juste par du blabla. Mais aussi adapter, on a parlé bien sûr de l'art, etc. Il faut adapter, recontextualiser la recherche de la vérité, de l'histoire avec un grand H. Madame Mulegiraneza, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'oser animer des émissions aussi complexes avec des gens comme moi qui vous amènent à gauche, à droite. Et qu'on suit avec bonheur et avec joie. Merci beaucoup d'avoir bien voulu partager votre expérience. Et merci à tous qui nous avaient suivis, on l'a bien compris. Quand on parle histoire, même histoire avec un grand H, c'est toujours très difficile de replacer cela sur une frise chronologique et il faut souvent s'arrêter à chacun des méandres finalement de ce qu'on appelle l'histoire pour essayer de comprendre ce qu'on a aujourd'hui, ce présent qui finalement n'est pas et si volatile. Il faut le comprendre grâce au passé pour mieux préparer l'avenir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Image de l'Afrique. Au revoir.